n'a pas eu envie de hurler quand pour la énième fois, on vous a demandé si votre bébé dormait bien, s'il faisait ses nuits? La question semble cruciale. Presque même avant de savoir comment s'appelle votre bout de chou, on s'interroge sur son sommeil et surtout savoir s'il vous fiche la paix et que vous pouvez dormir tranquillement sans être dérangé. En France, faire dormir son enfant est devenu un sport national. On pourrait se demander s'il en a toujours été ainsi. On pourrait aussi voir si certains parents ne commencent pas à se rebeller contre le diktat du fait dodo et envoyer balader nos simples croyances. On va vous expliquer aujourd'hui que non seulement si votre bébé ne fait pas ses nuits, c'est normal, mais aussi que c'est bien. Je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans et je suis la maman de Cléo qui a tout juste 10 mois. Avant de faire un bébé, j'ai beaucoup hésité parce que je savais que les enfants ils se réveillaient beaucoup et moi ça me faisait très peur parce que je pensais pas que j'allais réussir à gérer parce que j'ai moi-même un problème en fait avec les réveils nocturnes. Et une chose qui m'a vraiment surprise quand Cléo est arrivée, c'est qu'avec l'allaitement et la sérotonine qui est sécrétée quand elle tète, je m'endormais incroyablement rapidement et on était aussi étrangement synchronisés. On se réveille et on dort en même temps. Quand j'ai repris le travail, elle avait tout juste 3 mois et j'étais assez choquée de la réaction de la plupart de mes collègues. Quand je leur disais qu'elle se réveillait encore 5 à 6 fois par nuit, ils me regardaient d'un air entendu, du style « ouais, elle te mène en bateau ». Et puis ils m'ont carrément, littéralement conseillé de la laisser pleurer. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours refusé de faire. La période qui a été vraiment dure, c'est la période des dents, parce que j'avais pas le temps de récupérer. Elle faisait pas un cycle de sommeil complet, elle se réveillait toutes les 10 à 20 minutes en hurlant. Donc ça, c'était vraiment dur et là, je pense vraiment que il faut s'accrocher, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est important de suivre son rythme, d'être à son écoute. Et puis, comme moi, j'ai la chance, vraiment la très grande chance d'avoir eu l'opportunité de m'arrêter de travailler, la journée, je me repose dès que je peux. Et puis la nuit, je relativise beaucoup. Je me dis que les petits bouts, ils savent pas où ils sont, ils ont très peur, donc ils ont besoin d'une figure rassurante. Et voilà, je pense que c'est notre rôle d'être là pour eux. Nous sommes aujourd'hui avec Claude Suzanne Didier-Jean Jouveau. Elle s'intéresse depuis plus de 40 ans à la naissance, à l'allaitement et à tout ce qui touche la parentalité. Elle est rédactrice en chef de la revue Allaiter aujourd'hui et l'auteure de nombreux ouvrages tels que Pour une parentalité sans violence ou encore Le cododo pourquoi comment ou Comment dorment les bébés. C'est donc sur cette question du sommeil que nous allons l'interroger aujourd'hui. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui pour parents cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Claude Suzanne Didier-Jean Jouveau et merci d'être parmi nous. Bonjour, très heureuse de parler de ce sujet qui me passionne depuis longtemps. et qui je pense va intéresser beaucoup de parents qui se posent des questions sur ce sommeil. Dites-nous pourquoi nos bébés se réveillent-ils aussi souvent et pourquoi c'est si long parfois pour qu'ils se calent sur notre rythme d'adulte? Alors juste pour commencer, je voudrais, vous avez parlé de ce qui se passe en France, qui s'est peut-être pas toujours passé de la même façon et qui se passe pas non plus pareil partout. Bien sûr. Et je me souviens d'une étude qui avait interrogé les parents sur les problèmes de sommeil qu'ils voyaient chez leurs enfants. C'était des enfants de 16 à 24 mois. Et ça avait comparé 3 pays, la France, Taïwan et le Japon. Et en France, il y avait 47% des parents qui pensaient que leur enfant de cet âge-là avait un problème de sommeil, contre 18% à Taïwan et 11% au Japon. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent comme ça par la façon dont la société considère les choses et qui crée en fait des problèmes là où en fait il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je pense que savoir que les réveils nocturnes sont normaux, ça aide déjà à baisser un petit peu la tension et faire qu'on lâche un peu mieux prise et ça se passe mieux. Donc le problème est de savoir que le sommeil des bébés n'est pas le même que le sommeil des adultes. Déjà, les cycles de sommeil à la naissance sont beaucoup plus courts que chez l'adulte. Chez l'adulte, c'est à peu près autour de 90 minutes. Et chez les bébés à la naissance, c'est autour de 45-50 minutes. Ce qui veut dire qu'un enfant se réveille toutes les 45-50 minutes pour passer d'un cycle à un autre. Il peut éventuellement, oui, entre
de cycle, quand il passe d'un cycle à un autre, effectivement, il se trouve dans une phase où il peut se réveiller. Et de fait, on verra qu'effectivement, il se réveille. En phase de sommeil paradoxal, enfin, ce qu'on n'appelle pas sommeil paradoxal chez l'adulte, on l'appelle sommeil agité chez les nourrissons. Ça dit bien ce que ça veut dire. Oui. Chez l'adulte, quand il est en phase de sommeil paradoxal, il a du mal à se réveiller. Enfin, si on veut le réveiller, on va avoir du mal. Alors qu'au contraire, dans la phase équivalente chez les nourrissons, le réveil est facile. Donc en fait, il y a des phases de sommeil agitées, entre guillemets, qui sont plus nombreuses puisque les cycles sont plus courts. Et en plus, elles sont plus longues. La part de sommeil paradoxal chez l'adulte, c'est 25% d'un cycle, alors que la phase de sommeil agité chez les nourrissons, c'est 60% du cycle. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup plus de phases où l'enfant est susceptible de se réveiller. En plus, avant 3 mois, il n'y a pas d'organisation circadienne, hein, c'est sur les 24 heures, ce qui fait que nous, quand on est adulte, a priori, on est réveillé le jour et on dort la nuit. Le nouveau-né, à la naissance, il n'est pas du tout organisé comme ça. À partir de 3 mois, cette organisation circadienne commence un peu à se développer, mais on estime qu'elle n'est pas mature, complètement terminée avant 2 ans. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, pendant un bon bout de temps, les bébés ne vont pas avoir un réveil calé sur celui des adultes. Bien sûr. Comme je le disais, quand on accouche, on nous pose sans cesse la question de savoir si le bébé fait ses nuits. C'est insupportable. Est-ce qu'il fait ses nuits? Ça, c'est toujours ce qu'on entend. Mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de bébés dorment réellement toute la nuit? Et déjà, qu'est-ce qu'on appelle une nuit d'ailleurs? C'est quoi une nuit pour un bébé? Alors déjà, la définition de faire ses nuits pour un bébé, c'est dormir 5-6 heures d'affilée. C'est pas dormir de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Pas du tout, c'est pas ça. 12 heures. Et même ça, je veux dire, c'est très fréquent que le nombre de réveils dure pendant un bon bout de temps. Je vais vous citer par exemple une étude québécoise de 2018 qui a été faite sur 700 dyades mère-bébé. À 6 mois, 37,6% des bébés ne faisaient pas leur nuit si on considérait que faire ses nuits, c'était 6 heures d'affilée. Et si on considérait que c'était 8 heures d'affilée, ils étaient 57% à ne pas faire leur nuit. À 12 mois, pour faire ces nuits de 6 heures, ils étaient 27,9% à ne pas faire leur nuit. Et si on considérait que c'était 8 heures d'affilée, ils étaient 43,4% à ne pas faire leur nuit. Je pourrais vous citer plein d'autres études, mais bon, disons que ça en est une assez récente. Mais c'est rassurant, c'est pour dire aux parents, en tous les cas, qu'un enfant qui ne dort pas plus de 4-5 heures d'affilée avant 6 mois, c'est complètement normal. Ben oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout ce qu'on entend en général. Pourquoi est-ce qu'on a une si grande pression en Occident, alors que vous le disiez, dans d'autres pays du monde, on se pose même pas la question de prendre son bébé avec soi pour dormir ou de l'allaiter même très tardivement? C'est quoi l'origine de cette pression ici? J'ai pas vraiment d'explication. C'est vrai que il y a eu toute une puériculture qui s'est développée, disons, à partir de fin 19e siècle, début 20e siècle, en Occident en général, hein, où effectivement l'idée c'était que, alors il y avait 2 choses. Il y avait le fait de ne pas interférer avec la vie normale entre guillemets des parents, mais il y avait aussi un côté un peu dressage, c'est-à-dire que il fallait qu'il se plie à une discipline. Et un bébé, par exemple, l'histoire de l'allaitement que je connais bien aussi. On a commencé à dire que le bébé devait seulement téter toutes les 3 heures, voire 4 heures. Et c'était une façon aussi de le discipliner. Tout ce qui n'allait pas dans ce cadre-là était considéré comme des caprices et qu'il fallait surtout pas céder à ces caprices. Il fallait pas donner à téter avant la fin de cette période. Il fallait pas prendre le bébé dans ses bras s'il pleurait. Il fallait pas prendre le bébé avec soi pour la nuit, etc. Je pense qu'il y a toute une question de discipline des corps qui s'explique. Et heureusement, aujourd'hui, on commence à revenir sur ces idées, mais c'est vrai oui, que oui, ça reste. Ça reste, hein. C'est oui. vraiment, ce sont des choses qu'on entend énormément. Vous parliez d'allaitement. On entend aussi souvent dire, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, que l'allaitement fait que le bébé se réveille plus souvent que le bébé au biberon. Alors, là aussi, je vais vous parler d'une étude récente, parce que bon, il y en a d'autres qui montrent que soit il se réveille pareil, soit il se réveille moins. Mais je vais vous parler d'une étude que je trouve passionnante, qui est assez récente, puisqu'elle date là aussi de 2017.
En fait, pendant longtemps, quand on a fait des études sur le sommeil des bébés, on se basait sur des questionnaires des parents. C'est-à-dire combien de fois votre bébé s'est réveillé la nuit dernière ou les 3 nuits dernières ou des choses comme ça. Depuis quelque temps, on peut aussi se baser sur des choses plus objectives, disons, à savoir des actigraphes, comme en fait des montres connectées, vous savez, qui peuvent montrer la durée du sommeil, les phases du sommeil, etc. Et donc, maintenant, on peut, parce que je veux dire, les questionnaires des parents, c'est un peu subjectif. Hein. Et donc, cette étude, à mon avis, c'est la première qui a été faite de cette façon-là. Elle a utilisé les 2 méthodes. C'est-à-dire qu'il y a eu des questionnaires des parents. On leur a demandé effectivement combien de temps votre bébé a dormi, combien de fois il s'est réveillé, etc. Et puis, on a aussi équipé les bébés et les parents d'actigraphes qui a mesuré objectivement ce qui se passait. Et donc, le résultat, c'est qu'on a constaté, donc c'est entre 4 et 18 semaines. Donc, il y avait les bébés exclusivement allaités et les bébés exclusivement nourris au biberon, au lait industriel. En fait, la fréquence des réveils nocturnes était la même dans les 2 groupes d'enfants. Et même à 18 semaines, les enfants qui étaient exclusivement allaités dormaient un peu plus longtemps que ceux nourris au biberon. Donc encore une fausse croyance. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a comparé ce qu'avaient répondu les parents au questionnaire et la réalité objective, entre guillemets, des actigraphes, on s'est rendu compte que dès 8 semaines et jusqu'à 18 semaines, les mères qui donnaient exclusivement un lait industriel surestimaient la qualité et la durée de sommeil nocturne. C'est-à-dire qu'elles surestimaient la durée de sommeil de leur enfant et elles sous-estimaient la fréquence des réveils. Comment est-ce qu'on explique ? J'en sais rien, c'est pas évident. Ben oui. C'est comme si je connais une autre étude, alors qui porte pas tout à fait sur le même sujet, mais qui porte quand même sur le sommeil et qui pourrait s'expliquer de la même façon. C'est une étude qui avait été faite en Angleterre il y a plusieurs années sur le lieu de sommeil des bébés. Donc, pareil, on avait demandé aux parents où est-ce que dormait leur bébé et on avait installé ensuite des caméras infrarouges dans la chambre des parents. Je précise évidemment que les parents savaient qu'on allait installer ces caméras. On les a pas pris en traître, hein. Et quand on a comparé les données objectives des vidéos et les réponses qu'avaient faites les parents, on s'est aperçu qu'à peu près la moitié des enfants dont les parents avaient déclaré qu'ils passaient la nuit tout seuls dans leur chambre, passaient tout ou partie de la nuit dans la chambre des parents, en fait. Donc, c'est comme si les parents répondaient, c'est inconscient, hein, je veux dire, ils font pas ça volontairement, ce que la société attend d'eux, en fait. Et je pense que pour cette histoire de comparer bébé allaité et bébé au biberon, c'est peut-être un peu la même chose. Il y a tellement cette idée qu'effectivement les bébés allaités se réveillent plus, dorment moins, que voilà, j'ai pas d'autre explication. Hein. Il y en a peut-être une autre. Hein. Non, mais c'est intéressant de voir que justement, il y a des vieilles croyances qui perdurent comme ça, encore aujourd'hui, même si on essaye de s'en extirper. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de certains spécialistes qui, on le sait encore, conseillent de laisser pleurer le bébé. Quand on peut le comprendre, quand certains parents sont aussi épuisés et demandent conseil, on leur répond ça. D'autres, on en parlait tout à l'heure, de ne pas prendre dans les bras pour qu'ils apprennent à s'endormir tout seuls. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des voix commencent à s'élever, et notamment grâce aux neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, on sait qu'effectivement, laisser pleurer un bébé, alors que ce soit la nuit ou le jour, a des effets sur effectivement la construction de son cerveau, parce que les décharges de cortisol, notamment, entre autres, qui peuvent être à un certain niveau vraiment dommageables pour le cerveau. Et à ce sujet-là, pareil, je voulais vous citer une étude que je trouvais très intéressante. Il s'agissait c'est pas un grand nombre, c'était 25 bébés avec leur mère, des bébés âgés de 4 à 10 mois. Et donc, ils étaient allés avec leur mère participer, je mets participer entre guillemets parce que je pense pas qu'eux étaient d'accord spécialement pour participer à ça.
Mais donc, c'était un programme hospitalier de 5 jours d'éducation au sommeil, entre guillemets. Ce qu'en anglais, ils appellent ça sleep training. Les sleep school, sleep learning, oui, qui Voilà. existent beaucoup en Australie, par exemple. Donc, le but était qu'ils apprennent à s'endormir sûrement sans aide. Et puis, effectivement, s'ils se réveillaient, qu'on ne vienne pas les consoler ou leur donner à téter ou rien du tout. Donc, ils étaient dans une pièce et la mère était dans une pièce voisine où elle pouvait entendre si l'enfant pleurait, se réveillait, mais elle n'avait pas le droit d'intervenir. Et donc, on a analysé le taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Il en faut du cortisol. Je dis pas que oui. Quand le taux est trop fort, c'est quand même signe de stress et ça peut effectivement, à force, endommager le cerveau. Donc, on a analysé le taux de cortisol dans la salive des bébés et dans la salive des mères au début de l'endormissement et après que les bébés se sont endormis. Le premier jour, la plupart des bébés ont pleuré au moins 20 minutes. Et comme prévu, on a vu une augmentation du taux de cortisol chez les bébés comme chez les mères. Parce que ça stressait les mères d'entendre leur bébé pleurer alors qu'elles n'avaient pas le droit de faire quelque chose. Au 3e jour, les bébés n'exprimaient plus leur détresse en pleurant. C'est souvent ce qu'on dit. De toute façon, vous laissez pleurer les bébés pendant 3 jours et puis au bout de 3 jours, c'est fini, ils vont plus se réveiller. Ça marche pas toujours. Il y a des bébés même comme ça qui sont rebelles et qui, au bout de 3 jours, continuent. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter de pleurer la nuit. Le problème, c'est que quand on a analysé le taux de cortisol chez les bébés qui ne pleuraient plus donc, leur taux était toujours aussi élevé, donc ils étaient en fait toujours aussi stressés, mais ils avaient renoncé à le manifester, voilà. Par contre, le taux de cortisol chez les mères était redescendu au plus bas, parce qu'elles n'entendaient plus leur bébé pleurer, donc elles n'étaient plus stressées. Donc, je pense que tous ces programmes-là, effectivement, le résultat, c'est des bébés toujours stressés et des mères ou des parents, parce que pas seulement les mères, le père aussi, qu'on a rendus insensibles aux signaux de leur bébé finalement. Est-ce que si on a laissé pleurer son bébé, voilà, on a fait partie de cette méthode dite de dressage, est-ce que ça a des conséquences néfastes sur sa construction après plus tardivement? Et est-ce qu'on peut rattraper le coup pour qu'il soit pas traumatisé? Alors, c'est vrai que sur le coup, je pense qu'effectivement, le message que reçoit le bébé, c'est ça sert à rien de manifester ma détresse puisque personne ne va venir me consoler. Après, effectivement, si on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, je pense effectivement qu'on peut rattraper le coup. Je pense qu'on est très plastique en tant qu'être humain et que du coup, les parents vont être attentifs une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas ce qu'ils avaient fait de mieux à la matière, s'ils sont attentifs aux émotions de leur enfant et qu'ils y répondent, je pense qu'effectivement, on peut rattraper le coup, bien sûr. D'ailleurs, on voit souvent des parents qui n'ont pas pris l'enfant avec eux la nuit, l'ont laissé pleurer, etc. Quand l'enfant, à 2-3 ans, se met à faire des cauchemars, tout ça, et vient chez eux, ils le prennent, ils le laissent venir. Et est-ce que si justement on aide son bébé à s'endormir en restant à côté de lui ou si on dort avec lui, est-ce qu'après notre enfant grandissant deviendra dépendant de nous et manquera d'autonomie plus tard? Est-ce que ça, c'est un risque? Ça, c'est toujours la grosse question. Moi, je pense, et pas mal d'études le montrent, que si on pense que c'est un besoin de l'enfant, répondre à son besoin au moment où il exprime ce besoin, où il a vraiment ce besoin, ça ne veut pas dire qu'on fait perdurer le besoin au-delà de l'âge où il n'en aura plus besoin. La plupart des enfants qui ont été comme ça maternés, laisser dormir avec soi ou à côté de soi, etc. Non, ils sont pas plus dépendants une fois plus tard, même plutôt l'inverse, parce que ils ont eu ce dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Oui, cette réassurance, ils en ont eu besoin, donc finalement, ça les rend pas plus dépendants de nous, plus autonomes, ça les sent plus en confiance finalement. Ouais. J'ai une étude aussi que j'aime bien citer à ce sujet-là, qui parle pas spécialement du sommeil, mais du maternage en général. Oui. C'est une étude qui a commencé dans les années 60 avec des bébés de 8 mois à peu près qu'on a observés pendant une journée avec leur mère. Et on les a catalogués, disons, selon la qualité de la relation entre la mère et le bébé
Et ça allait de une relation froide, ça passait par normal, ce qu'ils entendaient par normal. Et puis, il y avait une catégorie caressante ou extravagante. Oui. C'est le mot anglais. C'est une étude Oui. américaine. Extravagante. J'adore. Et ces bébés de 8 mois ont été revus quand ils avaient la trentaine à peu près. Ah oui, c'est drôle. Et ce qui est très étonnant, n'est-ce pas, c'est que les bébés dont la relation avec la mère avait été cataloguée de froide ou de normale, même c'était à peu près pareil au niveau de la façon dont ces jeunes adultes se sentaient par rapport à un degré d'anxiété ou de confiance en soi ou d'angoisse, etc. Et c'était ceux qui avaient eu cette relation caressante, voire extravagante, qui s'en sortaient le mieux. Donc je pense que ça dit tout sur les conséquences à long terme. Il faut vraiment que les choses évoluent dans ce sens-là et qu'on puisse l'entendre et le comprendre. Ouais. Donc là, on parle donc de réveils normaux des enfants, des bébés. On parlait aussi tout à l'heure des cauchemars. Quand est-ce qu'on peut vraiment parler de troubles du sommeil chez un enfant? Et quand est-ce qu'il faut du coup consulter? Quand est-ce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un souci? Je ne sais pas si j'ai vraiment de réponse à cette question. Il y a la pédiatre espagnole Rosa Jové, dans son livre Dormir sans l'âme, qui disait qu'il y a certains bébés qui ont des vrais problèmes médicaux qui expliquent leurs multiples réveils. Oui, il faut toujours vérifier d'abord. Bien sûr. Un bébé qui a du reflux, par exemple, un reflux gastro-œsophagien, ça peut effectivement, un bébé qui se réveille en hurlant plusieurs fois la nuit et qui a l'air vraiment de souffrir, oui, bien sûr. C'est pas un problème de sommeil dans ce cas-là, mais c'est un problème médical qui fait qu'il a ce problème de sommeil. Mais il l'a pas seulement pendant la nuit. Mais oui, bien sûr. Un bébé qui pleure de façon inconsolable, il y a souvent quelque chose à voir avec. Mais ça veut pas dire qu'il y a